Bon, enfin, toujours est-il qu'on a, je sais pas comment ça m'est tombé dessus, mais enfin, cet atelier évasion m'est tombé dessus et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y mettre? Alors, il se trouve que ceux qui sont là aujourd'hui et qui ont passé la barre des sélections, non, je plaisante, mais ceux qui sont là aujourd'hui vont beaucoup parler de voyage et donc je vais laisser à chacun le soin de se présenter et de présenter surtout son idée ou sa structure. C'est assez varié puisque c'est à la fois des associations, à la fois des gens tout seuls qui proposent des choses et ça devrait être assez amusant. J'ai contacté plein d'autres personnes en fait initialement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette dame de plus de 100 ans qui faisait le tour de France avec sa petite fille. La petite fille qui l'a sortie d'EHPAD et qui l'a embarquée sous le bras, ils ont fait le tour de France en camion. Et initialement, elle devait être là, mais ils ont un peu arrêté leurs activités depuis quelques mois. Et donc en fait, en fouillant, on trouve assez facilement beaucoup de gens qui pensent à l'évasion. Et puis l'évasion d'aujourd'hui, c'est le voyage, c'est ce qu'on va vous proposer, mais l'évasion, ça peut être plein d'autres choses. J'ai croisé aussi une sociologue qui a fait une étude sur les objets du chez-soi. Et pour des gens qui, en l'occurrence, n'en sortent plus beaucoup, en fait, s'évadent beaucoup à travers leurs souvenirs ou ce qu'ils ont amassé au cours du temps. Donc il y a plein de choses autour de l'évasion qu'on pourrait déployer, mais du coup, aujourd'hui, c'est plutôt le voyage. Et puis, je laisse... on va faire dans ce sens-là, si vous voulez bien. Et puis, je vous laisse vous présenter chacun à votre tour et puis commencer à dire ce que vous... Oui, voilà, c'est ce que je propose. Hein ? Bon, bonjour, Isabelle Girard. Donc moi je représente une association qui est ancienne puisqu'elle a été créée en 1949 par un objecteur de conscience américain qui pensait que par le voyage, par la rencontre avec l'autre, on travaillait finalement à la paix. Voilà. Et donc c'est un réseau, alors Servas, qui veut dire je sers en espéranto, est un réseau d'hospitalité, vous voyez, avec l'idée que l'on accueille des personnes et qu'on peut aussi voyager. Donc actuellement, il y a à peu près 2200 membres à Servas France, qui est notre association, mais ça fait partie d'un réseau international de 15 000 personnes actuellement dans le monde, dans à peu près 115 pays. Voilà. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? D'abord, il faut être adhérent de l'association, et une fois qu'on est adhérent, eh bien, on a accès à une base de données qui actuellement est sur Internet, qui est privée. Enfin, il faut être membre pour avoir accès à cette base de données. Vous décidez par exemple de partir en Italie, vous avez un voyage, mettons, de 2 semaines, vous vous dites, eh bien, je vais essayer d'aller rencontrer des personnes chez elles. Et donc, par l'association, on peut passer, en général, c'est 2 nuits, c'est ça qui est standard, si vous voulez, même si ça peut être qu'une nuit ou un peu plus si vous entendez bien avec la personne. Mais il y a l'idée que quand on rencontre les personnes le premier soir, souvent on est invité à dîner, on fait connaissance. Le lendemain, eh bien, on fait un petit peu de découverte de la ville, par exemple, ou de la région. Si les personnes sont disponibles, elles peuvent vous donner des idées de ce qu'il y a à faire ou vous emmener visiter des choses. Et le deuxième soir, eh bien, on se rend compte qu'on devient vraiment amis parce qu'il y a c'est vraiment, c'est la rencontre qui est mise en avant. C'est le fait de parler et on se rend compte qu'avec des personnes qu'on ne connaissait pas 3 jours avant, on arrive à avoir des discussions vraiment qui vont très loin et qui créent des liens très forts. Voilà. Il y a aussi la possibilité, quand on ne peut pas accueillir chez soi,
d'être hôte de jour, c'est-à-dire que les personnes vous contactent et puis vous décidez si vous êtes disponible de leur faire visiter un quartier de votre ville ou d'aller à une exposition. Enfin, l'idée c'est de faire connaître la culture, les différences d'autres personnes. Donc ça c'est l'idée principale. Alors qui appartient à cette association? Il y a des jeunes. Il y a des moins jeunes. Souvent, les jeunes, quand ils sont étudiants et qui partent, par exemple, par Erasmus, ou quelquefois ils font une coupure dans leur profession, ils sont très contents d'aller faire un tour du monde, d'aller assez loin. Et donc, souvent, ce sont des voyageurs qui n'accueillent pas encore chez eux, mais qui sont très contents, lors d'un voyage, d'aller à la rencontre des personnes. Après, il y a les familles. Les familles voyagent aussi avec des enfants. Alors, dans la base de données, vous pouvez savoir si les personnes ont des enfants, tel âge, etc. Et donc, ça crée des liens. Et puis, en prenant un peu plus d'âge, on se rend compte que les personnes qui sont à la retraite, quelquefois, font les voyages qu'ils n'ont jamais pu faire et sont beaucoup plus disponibles, sont disponibles pour accueillir, pour recevoir, pour rencontrer d'autres personnes, pour parler des langues. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien les langues étrangères. Et en vieillissant, eh bien, on se rend compte qu'il y a des seniors qui voyagent beaucoup moins qu'avant, qui sont moins mobiles, mais qui par contre ont trouvé dans cette association qui est vraiment une communauté internationale, ils ont rencontré des liens forts, si vous voulez. Et donc ils sont très, très contents d'ouvrir leurs portes pour rencontrer des personnes qui sont en voyage. Et alors, je peux vous dire que la personne la plus âgée de l'association Servas France a 102 ans. Donc, elle est veuve depuis un certain nombre d'années. Avec son mari, elle a voyagé, elle a accueilli. Eh bien, elle a gardé des amitiés fortes et de temps en temps, elle accueille chez elle 2-3 amis qui, grâce à l'association, sont devenus des personnes très proches. Et de mon expérience personnelle pour l'évasion, je peux dire par exemple que une année j'étais en Louisiane avec mon mari, on a été accueillis par un monsieur de plus de 80 ans qui était absolument ravi et d'une grande générosité. Il voulait nous faire partager la vie Cajun, des Cajuns, et quelqu'un d'un dynamisme formidable et qui, chez lui, il avait l'impression que le monde venait à lui et c'était une manière de s'évader. Voilà. Donc, j'ai peut-être assez... J'ai utilisé mon temps de parole. Est-ce qu'éventuellement, il y a quelques questions, un peu plus pour préciser? N'importe qui peut candidater, c'est ça? N'importe qui peut... Pardon. Peut candidater, oui, absolument. À la fois pour voyager oui, et à la fois pour recevoir? Il n'y a pas des critères? Alors, il faut avoir un entretien avec une personne de l'association qui est référente et qui explique évidemment de façon très précise comment ça fonctionne. Parce que par opposition, par exemple, à Couchsurfing, où on envoie un mail à une personne à l'autre bout du monde sans savoir qui c'est, sans savoir comment elle accueille, etc. Là, c'est vraiment basé sur la confiance. Donc, on explique un peu les valeurs. Il y a des valeurs pacifistes qui sont importantes, de bienveillance, de générosité, voilà. Donc, c'est important de savoir exactement ce qu'est l'association. À quoi s'attendre dans les deux sens. Voilà. Une question, alors je vous dis à tous de bien coller le micro, celui-là il marche bien même un peu à distance, mais des fois il faut bien rapprocher pour qu'on vous entende. Oui, merci madame pour ces informations, je ne connaissais pas l'association Servas. Oui. J'ai une question un peu d'ordre sociologique. Quel est le milieu social des personnes qui adhèrent à l'association d'une manière générale? Deuxième question, c'est vrai que l'idée, c'est le projet pacifiste, c'est vraiment extrêmement intéressant, mais au niveau de l'écologie, si les gens voyagent à l'autre bout du monde, est-ce que vous réfléchissez à tout ça, oui, à développer le local? Et au niveau du milieu social, ça m'intéresse parce que je sais pas, avez-vous fait des études là-dessus? Merci madame. Au niveau du... Est-ce que c'est que des gens riches qui prennent l'avion et qui polluent? Non. Alors, c'était pour bien faire comprendre. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on voyage aussi beaucoup en France. Anciennement, l'association finalement était pour voyager à l'étranger, mais les voyages ont diminué quand même, surtout les voyages lointains. Donc c'est vrai qu'on accueille en France. Et tout récemment, moi j'ai reçu chez moi des gens qui étaient agriculteurs du côté d'Alençon, pour vous indiquer. Bon, il y a des enseignants, il y a des professions libérales, il y a le milieu de personnes qui ont quelques moyens. Enfin, mais c'est quand même.
Ça me pose question quand même. Voilà. Ah oui, non, mais c'est dans le cadre d'un autre. Voilà, il y a des marcheurs, il y a des cyclistes, enfin voilà. Parce que l'idée, moi, ce que j'ai compris, c'est que les gens peuvent très bien peuvent faire plusieurs lieux à la suite chez différentes personnes qui accueillent, ou éventuellement faire 2-3 jours chez quelqu'un qui accueille, puis le reste de son voyage ailleurs. Après, ça n'empêche pas que c'est un aller-retour à New York, que ce soit pour 15 jours ou un mois, c'est toujours ça. Oui, alors justement sur l'environnement, nous avons travaillé, il y a une commission, enfin un groupe de personnes de l'association qui a travaillé là-dessus, et on a mis sur notre site une boîte à outils du voyage responsable, etc. Alors il y a l'idée que il y a aussi des personnes, par exemple en Afrique, au Rwanda, il y a une association, Rwanda Servas. Eux n'ont pas tellement la possibilité de partir. Mais par contre, on peut aller chez eux, on peut être reçu, on peut participer, on peut faire du bénévolat. Et alors, dans la boîte à outils, on parle aussi des outils Internet, qui quelquefois sont énergivores. Donc il y a tous ces aspects-là, mais on peut aller quand on va... on essaie aussi de favoriser tout ce qui est la consommation locale, par exemple, au niveau de l'alimentation, etc. Et puis être respectueux, ne pas consommer trop d'eau quand on est accueilli. Enfin, ici, il y a des tas de... C'est vraiment une réflexion qu'on a menée parce que c'est vraiment très important actuellement. Oui, bonjour, merci, c'est une très bonne idée. Oui, merci. Je voulais juste savoir, il n'y a pas de transaction d'argent? Non, du tout. Non. Et l'adhésion à l'association pour un adulte plus de 18 ans, c'est 19 € en France. Donc c'est vraiment... Et moi, je ne sais pas si vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a combien de pays concernés? À peu près 120. 120. 120. On est le groupe le plus important dans le monde. L'Allemagne, il y a beaucoup de membres aussi. La France, oui, la France. L'Italie, les États-Unis. Mais il y a des pays où il n'y a que 10 adhérents. Hein, donc... Bonjour. Bonjour. Si jamais je voulais voyager avec ma grand-mère dans ce contexte-là, qui est limité en termes de déplacement, est-ce qu'il y a possibilité de trouver des endroits où on accueille avec des aménagements adaptés? Oui. Alors, sur la base de données, les personnes qui accueillent disent ils peuvent accueillir 2 personnes, une personne, handicapée ou pas, allergique au chat. Enfin, vous voyez, non, tout est... Oui, depuis tant d'années d'expérience, vous avez eu le temps de tout mettre au point, dans les détails. Merci beaucoup. Voilà. Eh ben, Alice, peut-être tu vas prendre la suite et puis nous dire toi ce que tu en es. Tout à fait. Bonjour. Donc moi je suis Alice Dupuis et je suis là pour représenter une association qui s'appelle Intact, dont j'ai été la directrice pendant 2 ans. Qui est une association qui existe depuis 2006, qui a été fondée par Julien Cessillon, qui avait fait le constat que les personnes prenant de l'âge et devenant fragiles, donc ça s'adresse à un public vraiment fragile, ne pouvaient plus partir en vacances seuls par leurs propres moyens. Et donc il a créé cette association qui vise donc à organiser des séjours adaptés pour des personnes en situation de fragilité, seules ou avec leurs proches. Donc on peut partir soit tout seul, soit on est à 2, il n'y a aucun problème. Et qui a comme particularité de gérer le transport, d'une part. Donc ça c'est souvent un problème qui est soulevé. Donc là l'idée c'est qu'il y a un intervenant qui va se déplacer au domicile, qui va aller chercher la personne ou les personnes, qui va les amener sur le lieu de séjour. Et l'autre particularité, c'est que sur place, il y a une équipe médico-sociale qui est là pour assurer l'animation et puis tous les besoins type aide aux gestes de la vie quotidienne s'il y a besoin. Donc nous, on emmène en vacances des personnes qui peuvent vraiment avoir des difficultés, être en fauteuil roulant, ne plus pouvoir marcher, être en déambulateur, et tout est toujours adapté pour eux, que ce soit le transport ou le lieu de vacances. Pour une présentation rapide des séjours. Dis-nous en plus, comment ça marche, ils vont où, les gens vont où? C'était une première présentation. Donc les gens vont où? Les gens vont en France. Donc nous, on part pas à l'étranger. Pour l'instant, peut-être que ça viendra, mais c'est vrai que c'est pas tellement le mouvement. On va dans des lieux qui sont adaptés et en fait c'est ça la difficulté, c'est de trouver des lieux où il y a 8, 9, 10 chambres qui sont adaptées aux personnes à mobilité réduite parce que la plupart des lieux en ont 2, 3, mais rarement plus. Donc comment ça se passe? Je vous l'ai dit, on va chercher la personne chez elle, on l'amène sur le lieu de séjour soit en car, soit en train. Et sur le lieu de séjour, c'est organisé un peu comme
comme un accueil de jour, c'est-à-dire que le matin, c'est des activités, de loisirs, de la gym, enfin, on fait plein de choses. Et l'après-midi, on part en vadrouille, on va visiter le coin où on est, on fait du tourisme. Et le soir, en général, on prend l'apéro et on passe une bonne soirée, on dîne, on fait des jeux, on discute. Voilà. L'idée, c'est vraiment de prendre du bon temps, de partir au vert, de voir la mer ou la campagne, alors qu'on l'a pas fait depuis très longtemps. Et voilà, donc c'est ça qui revient souvent dans les retours qu'on a, c'est pour ça que le mot évasion, autant n'est pas un mot de notre vocabulaire courant, autant m'a tout de suite parlé parce que je pense qu'il s'agit de ça. Hein, c'est juste de partir quelques jours au vert et de couper. Est-ce que c'est pas déjà une sorte d'évasion, une forme d'évasion? Voilà, Et alors, comment les gens se rencontrent? Du coup, c'est plusieurs personnes qui, sur un seul lieu, ne se connaissent pas et du coup... Oui, alors on a plusieurs formes de séjour. Soit c'est des personnes individuelles qui vont s'inscrire à un séjour, qui se connaissent pas entre elles. Sauf que quand même, hein, les clients de l'association, ce sont les mêmes depuis des années. Donc en fait, c'est des bandes de copains maintenant. Il y a un noyau dur qui repart tous les ans, et puis après des nouveaux qui partent, et puis voilà, puis d'autres aussi qui ne partent plus après. Donc des gens qui se connaissent pas à la base, mais qui font connaissance sur place. Et puis sinon, on a aussi on fait aussi des séjours pour des groupes qui sont par exemple des gens d'un accueil de jour ou des gens d'une association. Et c'est dans ce cas-là l'association ou l'accueil de jour qui est partenaire. On cherche des financements ensemble parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre. On en reparlera, mais Nicolas m'avait demandé de préparer aussi quels étaient les freins et comment les gens se saisissent de cet outil. Il se trouve qu'il y a quand même un énorme frein financier qui fait que malheureusement ces séjours sont pas accessibles à tous. Donc nous on passe beaucoup de temps à essayer de chercher des financements pour ça, et donc souvent ces séjours partenaires avec des gens qui se connaissent déjà se font dans ce cadre-là. Voilà, je sais pas si vous avez des questions. Alors, ça coûte cher. Si on est sur un séjour, ce qu'on appelle nous les séjours intacts, où on est nous organisateurs et on s'adresse à un public direct, il faut compter environ 3 000 € pour 10 jours. Donc c'est cher, sachant que dans cette somme, il y a le voyage qui est compris, le transport, puis évidemment l'hébergement, la restauration et tout l'accompagnement par l'équipe qui est sur place. Et en effet, c'est cher. Après, bon, il y a quelques aides qui existent. Hein. Il y a le droit au répit. On peut faire les mutuelles, les caisses de retraite. Elles aident aussi au départ en vacances. Mais c'est vrai que c'est peu aidé et que les financeurs sont assez peu enclins à soutenir ce genre de projet parce que ce sont des actions qui coûtent trop cher et qui concernent pas assez de monde. Je le fais de manière très simple, hein, mais c'est les réponses qu'on a de manière très régulière par les financeurs qu'on peut solliciter. Donc les financeurs et les politiques considèrent pas vraiment que c'est une priorité de partir en vacances, on va le dire comme ça, même si on voit de plus en plus des choses sur le droit au répit, le répit des aidants. Alors on parle beaucoup de ça, mais en fait ça c'est... Enfin ça dans la réalité terrain, ça marche pas comme ça. Voilà, souvent. Mais du coup, les gens justement partent plutôt en couple, ou parce que tu parles des aidants. Si l'aidant est censé se reposer, comme tu dis, c'est un séjour de répit. Justement, en fait, on a vraiment deux cas de figure. Souvent, on a un aidant, un proche, qui est très fatigué et qui dit voilà, moi j'aimerais bien avoir du temps chez moi. Donc il n'a pas du tout envie de partir en vacances. Par contre, il aimerait bien que son proche aidé, qui est fatigué et fragile, parte en vacances. Ça, c'est un premier cas de figure, et donc nous, ça, on le fait très bien. Soit c'est quelqu'un qui est inquiet et qui ne veut pas partir, qui veut pas laisser partir l'autre sans aller avec lui. Donc ça, il n'y a aucun problème. Dans ce cas, ils viennent tous les deux. On a des fois des séjours adaptés pour les deux, avec deux programmes différents, où il y en a un pour l'aidant et un pour l'aider. Alors j'aime pas du tout ce vocable, et de fait on essaye de pas l'utiliser dans l'association. Donc là je le fais vraiment pour être plus simple peut-être, mais on essaye de pas trop l'utiliser. Voilà. Et ce dont on se rend compte, c'est que c'est ces fameux séjours aidants aidés qui sont pour le coup les seuls qui sont relativement soutenus par des financeurs et des politiques ne marchent pas bien du tout, parce que les aidants en fait ne se reconnaissent pas vraiment dans ce vocable-là, et puis souvent c'est pas de ça dont ils ont envie. L'évasion pour eux, elle est ailleurs, et elle est encore autonome, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, ils n'ont pas besoin qu'on les emmène dans un cadre comme ça. Donc ça marche pas, en fait. Ça marche surtout pour les personnes fragiles ou ensemble. Est-ce que vous avez des questions ou des réflexions? Non.
Du coup, peut-être on y reviendra après. Tu voulais rajouter des choses? Non, c'est bon. Alors on va plutôt passer à Dominique du coup, parce qu'on finira sur la vidéo que Véronique a. Il fonctionne. Si, ça marche comme ça? Vous m'entendez? Super. Merci. Donc, moi, c'est une autre expérience. C'est plutôt une expérience personnelle, un témoignage, en fait, grâce à Nicolas Fourreur, qui m'a proposé de faire écho à quelque chose que j'ai vu, que j'ai choisi de faire aussi de mon côté, mais en lien avec d'autres personnes. Donc, en fait, c'est cette idée d'évasion. C'est pourquoi partir alors qu'on se sent déjà moins jeune, entre guillemets. Est-ce qu'on est trop vieux ou trop vieille pour pouvoir s'évader? Donc c'est d'abord dans la tête, évidemment, ça part d'un rêve. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de limite d'âge pour oser une vie nomade. Parce que l'idée que j'ai eue, c'est de parcourir avec un camion de pompiers aménagé, qui est donc un master, un van, comme on dit aujourd'hui, différentes régions de France, en solo, pour les découvrir, j'allais dire, de l'intérieur, de la meilleure façon, le plus près possible des lieux et des envies, et en même temps rencontrer des personnes sur place et trouver des endroits où se poser avec ce véhicule. Donc, c'est pas des grands trajets, c'est plutôt l'idée de découvrir à partir d'un point d'appui en étoile ou comme un point de départ, si vous voulez, et en fonction de la météo, en fonction des envies, en fonction du lien avec les offices de tourisme, et de créer des rencontres avec des gens qui ne sont pas du tout inquiets quand ils partent seuls. Voilà. Donc c'était un peu cette expérience-là. Et ça fait 3 ans, donc avec ce vieux camion qui a 21 ans, qui est rouge. Donc jamais je me serais hasardée à partir avec du rouge. Et en fait, ce sont des amis qui le vendaient juste après le confinement du Covid et qui allaient le mettre sur le bon coin. Ça m'a fait tilt. Je me suis dit, tu as toujours aimé conduire, c'est le moment ou jamais. Et donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc je l'ai acheté à un petit prix et je me suis dit, tu vas être dans la cour des grands. Et le camping-car ne m'intéressait pas par sa taille, par son style d'accueil, où les gens sont très proches les uns des autres, avec beaucoup d'interdictions dans des villes et des villages. Et là, on se faufile. Donc avec un engin plus petit, même s'il est visible, on peut aller dans des lieux où c'est pas courant et où on n'a pas l'habitude de se poser. Ce qui me touche beaucoup dans cette expérience-là, ce sont les émotions que ça suscite chez moi et chez les autres personnes. Les dialogues qui s'engagent en fait, parce qu'en fait, on est à la fois dans la liberté de bouger, d'aller où on veut, à peu près quand on veut, mais il y a une question de feeling, j'allais dire. Beaucoup de personnes, y compris ce matin, quand j'ai parlé de cette idée-là de circuler plusieurs mois d'affilée par an, me disent « mais tu as pas peur ?» Et non. Parce que c'est pas une question c'est pas dans la tête en fait que ça se joue. C'est dans le mouvement et l'envie, le désir si vous voulez. Et donc l'idée d'aller quelque part n'est pas un risque en soi. Ce qui peut être risqué, c'est de se planter sur certains endroits où on le sent pas. C'est-à-dire, par exemple, des aires d'autoroute. Tout le monde vous dira, jamais, même un poids lourd, un chauffeur routier, va s'arrêter sur une aire d'autoroute. Eh ben, je m'arrête pas sur une aire d'autoroute. Et même, pourtant, ça m'est déjà arrivé, parce qu'il y en avait d'autres, parce que c'était provisoire, enfin bon, voilà. Donc, je pense qu'il y a toute cette peur, j'allais dire, à déconstruire, et surtout pour une femme. Alors, on me dit, mais t'es seule dans ton camion, est-ce qu'il ferme bien? Je n'ai aucune sensation de peur à partir du moment où je suis dedans. Donc je ne sais pas comment expliquer ça autrement que il faut se lancer, il faut tester, il faut aller voir, il faut se projeter pour aller faire quelque chose comme ça. Donc l'idée, c'est aussi pour moi ici de rencontrer d'autres nomades, des baroudeurs, des gens curieux, créer des réseaux en fait chaleureux, pour pouvoir se poser. Ce qui est difficile quand on circule, c'est de savoir où on va dormir le soir. Donc, si on ne veut pas aller dans un camping,
affichés comme tels, même si ce sont des petits campings familiaux. C'est l'idée d'aller voir avant la nuit où est-ce qu'on va pouvoir se mettre à plat et voir du paysage le plus possible. Mais ça peut être une place de village, ça peut être un endroit au bord de l'océan, ça peut être une crique, ça peut être, voilà. L'idée, c'est de ne pas gêner, de ne pas empiéter, j'allais dire, sur les paysages et les personnes de façon, comment on va dire, envahissante, particulièrement, et d'être hyper nickel par rapport à la propreté, par rapport aux déchets, par rapport au vidange d'eau, etc. Donc chaque année, depuis 3 ans, je pars, depuis 21, sur la côte atlantique, en fait, en faisant des bouts de côte, de façon à profiter, j'allais dire, le plus possible du moment et des solutions pour aller visiter une île, un phare. Donc je me pose, ça peut être sur un port, ça peut être dans une ferme qui n'est pas très loin, et ça peut être par exemple dans un endroit qui s'appelle France Passion, que je pense vous connaissez les uns et les autres. Ce sont des agriculteurs, des paysans qui ouvrent leur espace de vie, des éleveurs, et qui en échange vous font connaître leur vie d'agriculteurs ou autres. Ça peut être des viticulteurs. Et on achète en général une petite... la contribution, c'est pas d'argent, c'est juste de faire goûter leurs produits et de pouvoir partir avec. Donc là, il se crée des liens très forts, très, comment dire, sous-estimés souvent. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup la mer, l'océan. Donc mon choix ça a été de parcourir la côte atlantique par zone. Donc je suis partie la première année de Royan jusqu'à Nantes en visitant les îles et les bords de côte, les villages côtiers, les pêcheurs, etc. D'aller voir des concerts, de travailler un petit peu avec des personnes aussi dans des écolieux qui étaient sur ce chemin. Puis ensuite de Nantes jusqu'à Brest. J'avais aussi des pieds-à-terre d'amis. Et puis cette année, je suis partie du Mont-Saint-Michel jusqu'à Brest. Donc j'ai fait les choses dans l'autre sens. J'avais froid, c'était humide, parce que je pars en général entre avril et juin. J'évite les autoroutes, les grosses transhumances estivales, les moments où il fait très chaud ou d'autres où il fait très froid, parce que j'ai pas de chauffage. Et donc, c'est une adaptation du corps, j'allais dire, et de ma personne. Et ce que je rencontre à travers ces temps-là, longs, c'est une rencontre très intime avec moi. C'est-à-dire que je suis en solitude pour une partie du temps. Je suis dans la sobriété, dans le peu pour vivre, j'allais dire, mais avec une infinie richesse autour de moi. Ça peut être des rencontres, mais ça peut être des animaux, des lièvres, des chouettes, la pleine lune. On ne vit pas du tout pareil quand on est dans un petit espace sans être piégé par des contraintes, j'allais dire, de tous les jours. Donc je lâche mes habitudes, mes repères, et en fait je découvre très intimement qui je suis et comment je réagis par rapport, effectivement, à la nuit, à la pluie, à l'approche de quelqu'un que je ne sens pas, au lieu, voilà. Donc, il y a une très très belle rencontre, je trouve, à l'âge que j'ai 69, bientôt 70, et ce qui me plaît le plus là, ce sont les émotions que je ressens et les liens que je crée avec les personnes. Alors, voilà. oui, il doit y avoir plein de questions. Je ne sais pas si j'ai dit tout ce que je voulais, mais bon, c'est bien. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis cachée. Ça a l'air formidable. Moi, j'ai fait un peu les mêmes choses. Je voulais vous demander si vous faites des carnets de voyage, écrire et dessiner. Ah, voilà. C'est la meilleure des occupations. C'est la suite, en fait. Il y a des photos. Donc, j'ai amené un album de photos que vous pouvez consulter avec les souvenirs, j'allais dire, des passages et des lieux. Et puis, je sais écrire, donc j'ai aussi tous les jours un temps d'écriture, un petit carnet sur lequel je livre un petit peu ce que je vis, ce que je sens. Et j'ai commencé cette année à dessiner, parce que c'était pas ma facilité. Et donc, je suis en train de relier la photo, l'écriture et le carnet. Mais c'est un temps long, les carnets de voyage.
Et donc, j'avais besoin d'un groupe. Et là, j'ai trouvé une association à côté de Montpellier qui fait des carnets de voyage. Donc, je m'y mets. Bonjour, c'est hyper intéressant ce que vous racontez, mais j'ai dû rater une marche. Où est-ce que vous dormez? Vous dormez? Je dors dedans. Mais c'est pas un camping-car? Non, c'est un fourgon aménagé. Vous l'avez aménagé? Voilà. D'accord. Enfin, je l'ai aménagé. Je l'ai acheté aménagé et j'ai complété. Et alors, tu croises beaucoup de gens comme ça qui ont aménagé leur propre van? Oui. Je croise de plus en plus de gens parce qu'il y a des rassemblements comme à Brissac-Quincé, à côté d'Angers, où chaque année, il y a un festival, comme on a créé ici, un temps de rencontre avec des gens qui ne sont que dans des petits véhicules aménagés, sobres, j'allais dire. De plus en plus, aujourd'hui, il y a cette envie d'évasion. Le seul problème, c'est que les véhicules neufs sont très chers. Et que c'est l'occasion en fait qui m'a été offerte qui fait qu'aujourd'hui je continue. Mais c'est pas un problème de comment dire. Je sais plus, votre question c'était sur le. Où est-ce que tu dors? Où est-ce que je dors? Voilà. Il y a plein de formules aujourd'hui avec des toits, vous savez, les toits relevables là, qu'on voit. Moi j'aime pas. Il n'y a pas de chauffage parce qu'il est cassé et que voilà, il est pas remis quoi. Mais il a été aménagé après. Hein. Et la différence entre ce que tu décris, les vannes, Ouais. on va appeler ça comme ça, Ouais. les camping-cars, on va Ouais. dire que c'est une communauté des camping-cars, une communauté des vannes, c'est-à-dire C'est que ça. c'est des valeurs différentes dans le C'est pas le voyage même et dans style de vie. En fait, dans un camping-car, il y a beaucoup de couples. Les gens n'aiment pas être seuls dans un gros camping-car parce que je pense que c'est plus, comment dire, historiquement, c'est plus des familles et des couples qui ont investi dans des camping-cars et qui leur reste une partie de leur retraite ensuite ensemble. Et il y a des petites annonces, beaucoup, pour des hommes qui sont veufs, par exemple, et rarement l'inverse, qui cherchent une femme, une compagne, parce que c'est un style de vie, le camping-car, qui n'est pas le même que le van, qui est beaucoup plus nomade, léger si on et comprend. nomade et souple, j'allais dire, dans son fonctionnement. Et, Voilà. et moi, j'ai quand même, tu dis, je m'arrête par-ci par-là, mais Ouais. on a l'impression que c'est interdit partout de s'arrêter. Voilà, alors c'est la grande question, c'est que des communes ont été envahies, surtout après le confinement, par des véhicules de tout style et des gens pas très responsables par rapport à l'écologie, à la sobriété, etc. Donc de plus en plus, il y avait des gens nombreux sur un même site, en plus avec des applications aujourd'hui qui s'appellent Park4Night par exemple. Et ils sont en train de faire marche arrière aujourd'hui, les gens qui ont monté ces applications, parce qu'ils se sont rendus compte que ça attire sur un même lieu un nombre important de gens qui ne sont pas dans le respect ni des lieux ni des personnes. Donc, moi, je passe pas sous les barres, hein, il faut 2 mètres pour maxi, et moi, je fais 2,65 m avec mon véhicule. Donc, de toute façon, la question se pose pas d'aller dans des lieux où il y a du monde. Donc, c'est plus à la fois l'office du tourisme, quand je passe sur un endroit que je ne connais pas, où je demande s'il y a des lieux qui sont déjà officiels, camping ou autre, et puis après, des conseils et des choses auprès des villages, en disant aux gens, est-ce que vous avez un endroit ici où vous me verriez bien m'installer pour une nuit ou deux? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je ne suis pas dans le tout prévu d'avance, mais dans quelque chose qui va se dérouler au moment où les gens vont me dire, mais oui, venez dans mon jardin. Et c'est ce qui se passe souvent. Oui, c'est encore moi. Excusez-moi. Ah oui, pardon, donc moi, je me pose la question de savoir, une fois que vous avez trouvé un endroit pour aller se promener autour, vous avez un vélo? J'ai un vélo. Ah, mais voilà. Et c'est pas ce qu'il faut dire. électrique, hein, un vélo. Non, d'accord. Voilà. J'ai Non, mais j'ai pas fait ça dans l'ordre. Ah, punaise. Ben oui, sinon on peut pas rentrer dans les villes, hein, c'est compliqué. Hein. Mais le vélo, ça fait du bien au niveau sportif, mais aussi au niveau découverte. On voit beaucoup de gens avec des vélos. Donc il y a à pied, évidemment. La suite, c'est pied, vélo. Et moi, je marche moins bien maintenant, donc je trouve que le vélo, c'est génial, parce que ça complète, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Et puis donc s'il y a des, on prendra. Combien de nuits tu voyages comme ça sur une année? Tu pars? 3 mois, ça fait 3 fois 6, ça fait 3 mois, 90, 80. Et je fais 6 000, 7 000 kilomètres par an, à peu près. Donc s'il y a d'autres nomades, hein, vous pouvez commencer à faire réseau avec Dominique. Vous pouvez prendre le numéro, échanger et puis vous créerez vos espaces. Véronique, à toi.
Merci. Je voulais vous dire que pour tout le monde, je crois, nous quatre, il y a des stands en bas où vous retrouverez exactement les mêmes informations et pourrez discuter plus longuement parce que c'est vrai que le temps est raccourci. En plus, Nicolas nous bouscule tout le temps. Donc, Dominique, tu n'as pas de stand, toi. Mais tu pourras t'installer chez Vieux et chez Soi si tu veux. Si les gens veulent vous... Ouais. Bah écoute, excuse-moi, mais t'es un peu vieille et tu nous parles un peu de ton chez soi. Hein, donc... Véronique. Donc, moi, en fait, je propose un lieu. Voilà, donc Alice, elle propose d'emmener les gens dans des endroits et moi, j'ai propose un lieu qui s'appelle la Maison Vieille et que j'ai appelé comme ça exprès. Alors, je suis médecin, comme peut-être beaucoup d'entre vous le savent. J'ai beaucoup travaillé notamment avec Nicolas, avec Alice aussi. Et sur le tard, juste avant de prendre ma retraite, j'ai découvert que la vieillesse n'était pas une maladie. Parce que quand on reçoit des personnes vieilles et qu'on est médecin, on les considère très souvent à travers le prisme du médical. Et nous avons fait plusieurs travaux au centre d'éthique clinique où j'étais avant, et nous nous sommes aperçus que quand on allait à la rencontre des personnes vieilles, eh bien, elles nous disent, mais voilà, on veut pas de médecine, quoi. Arrêtez de nous prendre pour des personnes qui ont besoin d'être médicalisées. Et voilà. Et donc, je me suis dit que, en rencontrant toutes ces personnes, elles me l'ont dit, qu'en fait, ce qu'elles veulent, c'est continuer de pouvoir faire comme avant, et notamment de pouvoir partir en vacances. Et dans des lieux qui sont sympas et qui sont des lieux de vacances et qui ne sont pas des lieux qui ressemblent à des maisons de retraite ou à des SSR ou à des hôpitaux ou à des EHPAD ou à je ne sais quoi. SSR, soins de suite et réadaptation. Oui, parce que les gens qui y sont passés, ils savent. Mais tout le monde n'y est peut-être pas allé. Faut espérer. Et donc voilà. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de trouver, de fabriquer, de mettre à disposition un lieu qui soit accueillant et qui soit encore un lieu où on a envie d'aller quand on est un peu plus âgé et qu'on a un peu plus de mal à se mouvoir, à se transporter. Et très souvent, les gens ne savent pas où s'adresser. Ils ne savent pas si, quand ils vont louer un gîte rural, si ça va être un lieu adapté, s'il ne va pas y avoir des escaliers partout, des baignoires très élevées, des endroits où on ne peut pas marcher à pied parce qu'ils sont caillouteux, etc. Voilà. Et donc, j'ai transformé une vieille maison qui était près de chez moi dans une maison adaptée, complètement organisée pour les personnes vieilles et à mobilité réduite, et qui soit en même temps un lieu où on ne s'en aperçoive pas, et donc où on ne voit pas qu'il y a des endroits pour se tenir, ou que le sol est complètement plat partout exprès, ou que voilà, des choses comme ça, ou que les salles de bain sont toutes à l'italienne, etc. Voilà, donc c'est ça que j'ai fait. Et ce que je voulais rappeler, c'est qu'il y a 11 places, 11 couchages. Ça, c'est très important parce que quand on cherche 9 à 10 chambres, c'est qu'en général, on reçoit plus de 15 personnes. Et à partir de 15 personnes, vous êtes soumis à un système d'évaluation drastique parce que vous recevez du public. Et à ce moment-là, vous êtes obligé d'avoir un lieu qui est complètement aseptisé parce qu'il doit respecter un nombre de normes absolument épouvantables et qui ne ressemble plus à un lieu de vie, quoi. Il ressemble déjà à un lieu au moins collectif et souvent un peu médicalisé. Et donc moi j'ai choisi de me situer en dessous de cette barre-là. Mais par exemple cet été, après l'accident qui est arrivé dans le gîte rural qui devait recevoir 15 patients et où il y a eu plein de morts, eh bien, il y a des gens qui devaient venir chez moi 15 jours après et qui ont décliné parce qu'ils ont eu peur que les familles et les proches disent c'est pas assez sécurisé. Moi, je n'offre qu'un gîte qui est sécurisé comme un gîte, mais qui n'est pas plus que ça, quoi, qui n'est pas
comme un établissement recevant du public avec une accréditation de l'ARS, de la je sais pas qui, etc. Voilà. Donc cette maison vieille, elle a ouvert ses portes à l'été 2022 et il s'agissait essentiellement de penser que les personnes, même très vieilles, peuvent avoir envie de partir en vacances et être contentes de ça. C'était une hypothèse, hein, je ne savais pas du tout si les gens allaient venir ou pas. Et nous avons fait notre première saison vraie donc l'été dernier et l'hypothèse s'est complètement vérifiée, à plein. Et voilà, ça m'a fait très plaisir. D'abord, j'avais proposé un stage pour femmes. Alors on pourra discuter pourquoi pour les femmes. Et je me suis aperçue que elles étaient très contentes, les femmes, de se retrouver entre elles, entre femmes uniquement, de laisser peut-être d'autres proches tout seuls à la maison pendant quelques temps et de partir 4-5 jours entre femmes, parler de ça veut dire quoi de vieillir pour toi et est-ce que tu as les mêmes difficultés que moi, etc. Et en même temps, d'avoir une proposition de quelqu'un qui était là pour les aider à se sentir bien dans leur corps et à se remettre en forme avec leur corps et à refaire amis avec leur corps. Et donc c'était un stage qui était animé par une art-thérapeute qui va passer dans le salon du reste ces jours-ci. Elles avaient 55 ans pour les plus jeunes et 95 ans pour les plus âgés. Elles étaient 5 et elles se sont fait prendre au jeu. Elles ne se connaissaient absolument pas. Et tout à coup, elles ont passé une semaine incroyable, quoi. Elles ne pensaient pas du tout que ça leur arriverait. J'ai une lettre de l'aînée de 95 ans qui m'a écrit après et qui m'a dit « Mais jamais j'aurais pensé avoir encore une possibilité de passer une semaine de vacances comme ça. » Je pensais que c'était foutu, quoi, que jamais plus elle pourrait. Alors que là, les jeunes finalement se disent « Oh, ben j'ai encore un bon bout de temps devant moi. » Et les vieilles se disent « Comme c'est agréable d'être avec des jeunes et pas qu'avec des vieux qui sont comme moi. » Et donc ça marche très bien ce mélange de générations. Alors ça, ce sont les stages. Il y a plein de stages qui peuvent être proposés. Cette année, j'en propose 3 nouveaux. Il y a une deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai sorti des gens de leur EHPAD pour quelques jours de vacances. Et ça, c'est pareil. Je ne savais pas si ça allait marcher. Et d'abord, il y avait une association locale de maintien à domicile des personnes âgées qui m'a formidablement aidée, avec des passages 3 fois par jour si nécessaire, voire plus si on en a besoin, qui vient pour assurer toute la maintenance médicale ou soignante nécessaire. Et quand les gens sont en EHPAD, très souvent, ils ont besoin de ça. Et donc ça, c'était bien. Et en même temps, ces gens qui sont venus, qui sont des proches, hein, que j'ai sortis de leur EHPAD en leur disant on va essayer, on va voir si ça marche, incroyable. Ils ont revécu complètement. Ils ont été transformés. Tu veux dire des proches à toi? Oui. Ils ont laissé de côté leur vie en EHPAD et ils ont voulu faire absolument tout de la vie courante avec nous, c'est-à-dire... C'était un vieux monsieur, par exemple, de 96 ans, et il m'a dit « Je voudrais aller choisir mes rasoirs moi-même à l'Intermarché. » Ce qu'il n'avait pas fait depuis qu'il était en EHPAD, et tout le monde lui apportait toujours les mauvais rasoirs. Et donc, nous l'avons emmené à l'Intermarché, il a pu choisir ses rasoirs tout seul. Ou bien il nous a dit « J'ai envie d'aller au marché fermier d'à côté. » On l'a emmené au marché fermier d'à côté, et on est allé prendre un pot au bistrot. Et puis il nous a dit « J'ai envie d'aller au restaurant. » Il a revécu une vie normale de vacances pendant 15 jours. C'est lourd, hein, mais je pense que quand on voit ça, on se dit c'est quand même triste de ne pas pouvoir proposer plus ça à des gens qui, toute l'année, sont en EHPAD. Alors, l'autre chose qu'on a proposé aussi, ou qu'on nous demande, c'est des séjours de famille dans cet endroit, où les familles viennent à 4 générations. Il y a les grands-parents, les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Et parfois, ils font ça pour un anniversaire, par exemple. Et c'est un lieu qui permet ça, parce que comme il est adapté au mieux aux arrière-grands-parents, eh bien, ça va très bien pour tout le monde, en fait. Donc ça aussi, c'est des lieux que les gens recherchent et qu'ils ne trouvent pas forcément. Et enfin, dernière chose, j'organise aussi des journées pour les vieux du coin, en fait. C'est une maison qui est en plein territoire rural, viticole, et donc très souvent, des vieux agriculteurs locaux, ils sont très isolés dans leur maison.
Ils sont très isolés dans leur vieille ferme. Ils ne peuvent plus sortir de chez eux. Ils ne peuvent plus conduire. Quand on ne peut plus conduire à la campagne, c'est une catastrophe. Et malheureusement, il y a un moment où ça arrive souvent dans la vie. Et donc, on va les chercher. On fait le tour avec le camion. On ramasse tous les vieux qui veulent. Et on fait une bonne bouffe tous ensemble. Et on la prépare tous ensemble. Chacun amène un petit quelque chose éventuellement. Enfin bon, on la prépare tous ensemble. Et après, l'après-midi, on propose 1 heure quelque chose d'un peu culturel qui les sort de ce que leur propose le club du 3e âge local. C'est-à-dire qu'on leur propose en général des lotos ou de la belote ou de la quine, je ne sais pas quoi. Et là, on leur propose 1 heure de lecture théâtrale ou de musique ou de poésie. Et donc, je vous ai... J'arrive pas à la passer. Ah bon, je suis désolé. C'est pas grave. Mais peut-être tu pourras le faire à un autre moment sur une plénière, j'en sais rien. Ça dure 1 minute. Mais je peux pas, j'arrive pas et j'ai cherché le monsieur. Voilà, juste quelques mots pour conclure. J'ai tiré quelques leçons de cette première séance, ce premier été. D'une part que ça crée une ambiance extrêmement... C'est une ambiance de plaisir ordinaire, quoi. C'est pas des grandes choses, hein. C'est vraiment complètement de la cuisine ensemble, aller au potager, aller marcher autour de la maison, aller faire une balade. C'est très, très simple. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rencontrer entre générations différentes et entre mondes différents, hein, d'origines complètement différentes. Et ça marche très, très bien. Et ça marche jusqu'au bout de la vie. Hein, 96, 98 ans, ça marche sans problème. Et ce qui est important aussi, je me situe, moi, délibérément, les gens qui ont beaucoup d'argent, ça va. Ils peuvent aller en thalassothérapie ou je ne sais où, dans des grands hôtels, etc. Ça, c'est fait pour les petites bourses. Et les petites bourses, elles n'ont pas beaucoup d'endroits où aller. Hein. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est pour ça que je posais la question à Alice tout à l'heure, c'est 500 € la semaine. Tout compris. 500 € la semaine. Oui. Hébergement, bouffe et animation, enfin voilà. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Où est-ce? C'est en Gironde. En Gironde. Et donc vous aurez des flyers en bas sur ton atelier, sur ton stand. Voilà, alors le problème c'est que je ne fais pas ça toute l'année. Hein. Et donc là, voilà. Donc je fais ça que quelques semaines. Mais ce qui m'intéressait, c'était de tester l'hypothèse, de monter un modèle, enfin un truc qui marche, quoi. Et puis ensuite de ça, je pense que c'est facile à faire, tout le monde peut faire ça chez lui, quoi. Et donc, voilà, moi ce que j'aimerais, c'est que ça soit reproduit. Une question. Voilà, ici, merci beaucoup. C'est pas une question, c'est plus un commentaire. Après vous avoir écouté toutes les 4, je pense que ce que vous nous offrez à nous, assistance, c'est un encouragement à la créativité et une manière personnelle de chacun d'entre nous de savoir nourrir son quotidien d'autres choses, de sortir du cadre, de bouleverser un peu les habitudes. Et c'est l'occasion donc de vous dire un grand merci de cet éclairage, de cette ouverture de créativité que vous nous offrez. Voilà. Et comme ça, vous avez fait ma conclusion, on peut vous applaudir et vous remercier. Ah oui, tu veux prendre une photo de... Je ne sais pas s'il y a un autre atelier après. Il y a la plénière d'Éric. Rendez-vous à la plénière. Ah oui, une plénière. Moi, je dois aller sur son lieu chez soi, je sais même pas où il est. Bon endroit. Aux souris. Je les enverrai après. Non, mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que c'est intéressant. Mais je suis contente de savoir. Moi, je cherche c'est les mêmes. On a les mêmes convergences. Merci beaucoup. Je cherche des points de convergence avec le fait que les gens regagnent en. Ah oui, bien sûr. En fait, même physiquement, quoi. Absolument, c'est incroyable.